tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année où j'ai choisi de vous parler du coup de l'impact de différents régimes qui sont très à la mode ces derniers temps sur le métabolisme et sur le microbiote. Donc vous allez voir dans le support que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'ai fait quelque chose d'assez simple et d'assez synthétique. Le but, c'était pas de vous surcharger dans le détail et vraiment de vous donner un peu les grandes tendances par rapport aux différents régimes. Et je tenais à vous dire avant de commencer cette vidéo qu'il n'y avait pas de prise de parti de ma part pour tel ou tel régime. Vous allez d'ailleurs voir qu'ils peuvent être tous plus ou moins intéressants et que ce qui va faire la différence, c'est de savoir si vous allez le maintenir ou pas dans le temps et que certains régimes qui peuvent être bien pendant un court temps ou pendant 2 à 3 mois peuvent s'avérer néfastes s'ils sont prolongés dans le temps. Par ailleurs, vous allez voir aussi que par rapport à ces différents types de régimes, j'ai fait en fait à peu près la même structure à chaque fois, c'est-à-dire que je vous présente les aliments qui sont recommandés dans ce régime. Je vous présente ceux qui sont interdits, entre guillemets, par rapport au concept du régime. Vous aurez à chaque fois en haut à droite les répartitions entre les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Ce sont des moyennes, donc ça peut être plus ou moins variable entre 5 et 10% grand maximum. Je vous montre aussi les limites. C'est-à-dire que quelquefois, on a des régimes où on vous dit, voilà, il faut manger tant de pourcents de lipides ou tant de pourcents de protéines. Et en fait, j'ai mis un petit encart en bas où je vous montre en fait quelles peuvent être les limites ou quels peuvent être les déséquilibres liés en fait aux exigences du régime. À chaque fois, vous verrez, il y aura une deuxième slide où je vous montre l'impact sur le microbiote et l'impact sur le métabolisme, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Pareil, vous allez voir sur le microbiote, je ne fais pas quelque chose de très détaillé. Le but, c'est encore une fois de vous donner les grandes tendances et les principales bactéries qui vont être altérées. Et pareil pour le métabolisme, je vous donne encore une fois les grandes tendances. Donc, c'est parti, on va commencer donc par le premier régime. Donc, je ne l'ai pas dit avant, hein, je vais en présenter six. Donc, le premier régime dont je souhaiterais vous parler, c'est le régime méditerranéen, qui ressemble du coup grandement à ce qu'on appelle le régime crétois. Le régime crétois est même un peu plus sévère en termes d'exigence au niveau de la composition des aliments qu'il autorise. Donc, vous allez en fait avoir des grandes similitudes entre ces deux types de régimes. Dans le régime méditerranéen, donc du coup, c'est un régime qui va favoriser le plus souvent donc la consommation d'huile d'olive parce que c'est vraiment les régimes de tous les pays qui sont situés sur le pourtour méditerranéen. Beaucoup de poissons gras parce que on a un accès direct avec la mer, des légumes, des fruits, des céréales complètes, des légumineuses et des noix sont proscrits dans le régime méditerranéen. Du coup, tout ce qui va être sucre raffiné, donc tout ce qui va être jus de fruits, tout ce qui va être dessert, donc aliments transformés, les viandes transformées également, donc par exemple tout ce qui va être charcuterie, etc. Donc vous avez en haut à droite la répartition donc dans les différents macronutriments donc qui sont grosso modo ce qu'on recommande par exemple dans les filières de BTS diététique donc à peu près 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Au niveau des limites de ce régime, des fois, ça va être compliqué pour les portefeuilles et pour aussi nos goûts personnels, entre guillemets, d'apporter en fait un nombre suffisant de fibres et de vraiment limiter les produits animaux. Au niveau de l'impact sur le microbiote, on va donc avoir une augmentation des bactéries de type Bifidobacterium et de l'espèce Faecalibacterium prosnitzi. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce sont des bactéries qui sont associées à la réduction de l'inflammation parce qu'ils vont permettre la production d'acides gras à chaîne courte qui vont justement aider l'intestin à digérer tout ce qui va être fibres. Et on aura une baisse également de bactéries du genre Clostridium, donc ce qui va contribuer également à diminuer l'inflammation générale. Par contre, en inconvénient au niveau du microbiote, on remarque que des personnes qui font un régime méditerranéen de manière prolongée, donc sur plusieurs années, vont également avoir ce qu'on appelle une perte de diversité microbienne.
Sur le métabolisme, le régime méditerranéen, il est très intéressant parce qu'il va permettre de retrouver, par exemple, une sensibilité à l'insuline. On va avoir également une réduction donc des triglycérides et du cholestérol de type LDL, donc c'est le fameux mauvais cholestérol que l'on peut voir sur le bilan sanguin. On a un équilibre protéique normalement qui est assez intéressant de par l'apport justement d'une nourriture assez variée avec des poissons gras, avec des viandes maigres qui sont quand même autorisées et du coup un faible stress oxydatif. Par contre, en inconvénient sur le métabolisme, c'est que dans le régime méditerranéen, selon les types de repas que vous allez du coup concevoir, vous pouvez aussi dériver vers une consommation excessive de produits riches qui peuvent entraîner des déséquilibres métaboliques et du coup ça va conduire du coup à une prise de poids, un stress oxydatif accru. Parce que c'est vrai que du coup, si vous associez par exemple des poissons gras avec des légumes gras, avec des légumineuses, des choses comme ça, ça va risque de vous faire exploser en fait votre bol alimentaire au niveau lipides. Et donc ça va du coup surcharger un peu votre métabolisme. Et ça peut être problématique du coup si justement vous ramenez pas assez de fibres via les fruits et via les légumes. Donc, le régime méditerranéen, vous voyez qu'en fait, dans l'ensemble, c'est quand même un régime qui peut être hyper intéressant, qui apporte quand même beaucoup de bons points, notamment avec toute la régulation au niveau de l'insuline, au niveau des graisses, au niveau de l'inflammation générale. Donc, c'est un régime voilà, qui peut être tenu plus ou moins longtemps par les différents individus. Le deuxième régime dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le régime riche en fibres, qu'on appelle aussi sous l'acronyme DASH ou Ornish. Donc, ce régime, il va du coup privilégier très fortement la consommation donc de fruits, de légumes qui vont contenir donc énormément de fibres, des céréales complètes, des légumineuses, des fruits secs comme les noix. Au niveau du régime d'âge, par contre, on va vraiment limiter encore une fois assez fortement les aliments ultra transformés et tous les produits riches en graisses saturées, par exemple, comme ce qu'on peut avoir dans du beurre, des choses comme ça. Au niveau des limites de ce régime, et c'est là où moi, en ce moment, j'ai envie de hurler des fois quand je vois des choses sur des réseaux sociaux. Attention à toutes les personnes qui vont avoir donc des troubles de l'intestin, donc les fameux MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou des SIBO, parce qu'en fait, ce régime DASH va vous amener énormément de fibres, et donc si vous avez déjà un intestin qui est irrité, ça va encore plus amplifier les phénomènes de ballonnement ou des phénomènes de troubles digestifs. Par ailleurs, ce genre de régime riche en fibres, il va falloir être hyper vigilant sur la nature des fibres que vous apportez. Donc, brièvement, je vous rappelle qu'il y a deux types de fibres, hein, les fibres solubles et les fibres insolubles. Et du coup, ça peut du coup favoriser en fait un équilibre, voire un déséquilibre microbien. Et donc, si vous avez un déséquilibre microbien, vous pouvez partir donc sur une dysbiose qui pourrait avoir un effet complètement opposé à ce que prône ce fameux régime riche en fibres, donc le régime DASH ou Ornish. Au niveau donc de l'impact sur le microbiote, donc là on va avoir les bactéries du genre donc Roseburia, Bifidobacterium et Prevotella qui vont être favorisées. Donc ça va encore une fois permettre d'augmenter la synthèse donc d'acides gras à chaîne courte, là que j'abrégeais en AGCC. Je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure. Donc parmi les AGCC, vous retrouvez le propionate, tout à l'heure il y avait le butyrate, etc. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça va encore une fois vous aider à baisser donc l'inflammation. Normalement, ce régime riche en fibres, donc le DASH, doit vous aider à avoir un meilleur apport au niveau des fibres. Donc c'est sûr que pour des personnes, par exemple, qui ont une tendance à être constipées, ça peut être une piste intéressante de ce régime DASH. Par contre, il y a quand même un impact négatif sur le microbiote, c'est qu'on va avoir une baisse au niveau des bactéries qu'on appelle donc Bilophila wadsworthia, des bactéries pathogènes comme les enterobactéries. Donc ça, c'est intéressant de baisser donc ces types de bactéries parce qu'en fait, c'est des bactéries qui sont très souvent associées à de l'inflammation. Les bactéries qui appartiennent aux Enterobacteriaceae, par exemple, c'est celles justement qui vont produire le fameux LPS qui peut générer de l'inflammation. Au niveau du métabolisme, donc ce qui est hyper intéressant, c'est que ça va vous aider à contrôler votre glycémie. Vu que vous amenez de la fibre, beaucoup de fibres,
tout le sucre en fait que vous pouvez donc manger, ça va être vachement plus contrôlé grâce à ces fibres. On a pu voir dans plusieurs études qu'il y avait également une baisse significative des lipides au niveau des plasmas et une synthèse protéique qui était maintenue avec un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Parce que dans ce régime DASH ou Ornish, que je n'ai pas trop précisé, c'est qu'il y a quand même un apport de protéines sous forme donc animale qui est possible et qui permet en fait une certaine forme d'équilibre. Donc ça, c'est hyper intéressant. En limite sur le métabolisme, en creusant un peu, vous avez le problème que ce régime va pas apporter énormément de graisse et donc du coup ça peut nuire à l'absorption de certaines vitamines liposolubles. Donc ça c'est voilà un des inconvénients majeurs de ce régime DASH ou Ornish. Donc c'est pareil, il faut juste faire attention par exemple à ramener un peu plus de gras, que ce soit sous forme d'huile végétale comme de l'huile d'olive, de l'huile de lin qui sont hyper intéressantes avec des oméga 9, avec des oméga 3 par exemple. Et l'autre impact que je vous avais dit qui est négatif, c'est si vous êtes une personne qui avait déjà des troubles au niveau de la sphère intestinale, ça peut être un peu plus problématique pour vous. Troisième régime, c'est le régime riche en fibres végétales qu'on appelle le WFPB pour Whole Food Plant-Based, donc vraiment voilà, basé sur de la fibre végétale. Au niveau des aliments, donc là, on va écarter tous les aliments de type animaux, donc tout ce qui va être viande, tout ce qui va être poisson, les laitages, les œufs, et on va se nourrir exclusivement donc de légumes, de fruits, de céréales, de légumineuses, de produits fermentés comme le tofu, comme le tempeh. Donc en fait, on est sur un régime de type végétalien. Donc on exclut également en plus tout ce qui est sucre raffiné, donc ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au niveau des limites de ce régime, du coup, on va avoir des problèmes pour les personnes qui vont transitionner vers ce type d'alimentation, donc plutôt végétalienne. Donc ça, c'est quelque chose de bien connu, hein. Vous écoutez même sur YouTube, vous verrez qu'il y a plein de personnes qui disent qu'ils ont eu des inconforts digestifs quand ils ont transitionné vers un régime de type végétal. Donc ça va se traduire du coup par des gaz, par des diarrhées, bah, parce qu'en fait, vous amenez énormément de fibres. Vous allez provoquer un fort changement en fait au niveau de votre flore microbienne. Et en plus de ça, vous allez avoir normalement un certain nombre de carences nutritionnelles si vous ne faites pas une bonne planification. Et j'aurais pu rajouter si vous n'avez pas une bonne supplémentation. Parce que, petit aparté, donc ça, c'est pas sur la slide, vous n'avez pas toutes les vitamines qui sont présentes dans le régime végétal, notamment la plus célèbre, c'est la vitamine B12. Et en plus de ça, sur d'autres vitamines B, certaines formes de vitamine B que vous retrouvez dans le végétal sont nettement moins assimilables que celles que vous pouvez retrouver dans les produits d'origine animale. Donc, c'est pas une charge contre le régime végétalien, même si moi, je suis pas hyper favorable et que je le conseillerais pas forcément à mes proches. Mais il faut bien garder en tête que, attention, la présence de vitamines, il faut toujours regarder sous quelle forme elle est disponible et comment elle peut être assimilée. C'est bien beau d'avoir des vitamines ou d'avoir des protéines, mais si vous les retenez pas parce que bah, vous n'êtes pas, entre guillemets, génétiquement conçu pour les assimiler, ça n'a pas un grand intérêt. Au niveau du microbiote, donc ce régime de type végétalien, il va être hyper intéressant pour le microbiote parce que ça va vous permettre de réaugmenter donc les bactéries du genre Ruminococcus, Prevotella ou Lactobacillus. Donc cette augmentation en fait de ces types bactériens, ça va vous permettre de reproduire des acides gras à chaîne courte si vous étiez en déficience, et ça va vous permettre également d'augmenter la production de phénols microbiens anti-inflammatoires. Donc ça peut être hyper intéressant pour réguler une inflammation par exemple chronique sur de l'arthrite, de l'arthrose, des choses comme ça. Vous allez avoir une baisse, par exemple, des firmicutes pathogènes tels que Bacteroides ou d'autres bactéries comme Clostridium. Donc, en termes de rééquilibre du microbiote, c'est vrai que ce régime WFPB, il peut être hyper intéressant. Ça va vous permettre une meilleure gestion glycémique parce que de toute façon, vous allez éliminer le plus possible les sucres raffinés, donc vous aurez que les sucres naturels que vous retrouvez dans les végétaux. Vous allez avoir une baisse de cholestérol, bah ça c'est assez logique parce que vous ne retrouvez pas cette molécule dans les produits végétaux, mais je mets une grosse mise en garde sur le cholestérol. Tout le cholestérol que vous n'allez pas amener de manière exogène par l'alimentation, il va falloir que votre foie le reproduise de manière endogène. Donc ça peut vous créer d'autres problèmes au niveau du foie.
Vous allez avoir une optimisation pardon, du recyclage azoté, bah, parce que du coup, vous amenez plus de produits de type animaux où vous avez justement tout ce métabolisme de l'azote qui va être stimulé. Donc, si vous avez été un grand consommateur de viande et que par exemple, vous arrivez à un stade où ça vous a causé des troubles, c'est vrai que occasionnellement, pratiquer ce régime sur quelques jours bien précis ou sur certains repas, ça peut être hyper intéressant. En limite, au niveau du métabolisme, c'est que très souvent, les personnes qui suivent ce type de régime, on va pas se mentir, il y aura un apport très insuffisant en protéines et ça peut avoir des conséquences assez graves pour les sportifs, pour la performance et pour les personnes âgées avec le phénomène de sarcopénie. Donc, en ce qui concerne ce régime végétalien, c'est vrai qu'il peut être intéressant parce qu'il va réguler votre microbiote en stimulant certains genres bactériens qui vont être hyper importants dans la production d'acides gras à chaîne courte et dans la production de métabolites anti-inflammatoires. Donc, si vous êtes sujet de l'inflammation chronique, ça peut être intéressant. Par contre, voilà, les gros inconvénients de ce type de régime, c'est que pour moi, tôt ou tard, vous allez finir par être carencé, manquer de nutriments. Donc, soit vous les prenez de manière artificielle, entre guillemets, via des compléments alimentaires, et du coup, ça demande quand même une bonne connaissance de vos parts, et ça vous demande quand même de bien contrôler assez régulièrement, donc certaines constantes de votre corps. Soit il faut pas le suivre sur un temps trop prolongé. À la limite, ça pourrait presque être une espèce de cure, ce régime, dans le sens où vous le faites de manière ponctuelle, soit quelques jours par semaine, soit sur une petite période de 2, 3 semaines, un mois, parce que voilà, vous avez, je sais pas, fait trop d'excès dans l'année ou des choses comme ça, où en fait vous êtes sur une espèce de entre la diète et entre le jeûne, et du coup, ça peut être hyper intéressant. Quatrième type de régime, donc là on va passer sur l'opposé du régime président, donc le régime Dukan, qu'on appelle aussi le régime hyperprotéiné, où là cette fois-ci le taux de protéines il est inverse au régime précédent où on avait une majorité de glucides. Là c'est vraiment les protéines qui dominent. Donc au niveau des aliments que vous allez retrouver de manière prépondérante, vous retrouvez bah, tous les produits animaux cette fois-ci, donc les viandes maigres, les œufs, les poissons, les produits laitiers. On essaye de réduire au maximum donc tout ce qui va être féculent, tous les aliments riches en fibres insolubles. Donc ça va être par exemple toutes les légumineuses, ça va être certains légumes qui sont beaucoup plus denses en termes de fibres. Je pense notamment aux haricots, des choses comme ça. Au niveau des limites, donc là, ben, vous allez manger que des produits de type animalier. Donc vous allez avoir une vraie perte au niveau microbiote intestinal. Et en plus, on s'est aperçu que quand ce régime était prolongé, vous allez avoir une explosion des marqueurs inflammatoires. Vous allez avoir vraiment une inflammation systémique qui va même être développée si vous faites ce régime de manière durable dans le temps. Ce régime du camp, il a été vraiment conçu à la base pour permettre une espèce de sèche. Et c'est pareil, il peut être entendable pour des sportifs qui veulent perdre quelques kilos juste avant une compétition pour re-rentrer dans une catégorie de poids. Mais pour des personnes qui souhaitent perdre du poids de manière durable, je le déconseille fortement parce que c'est démontré dans plein d'études. Vous avez des effets très négatifs déjà sur la santé intestinale avec des risques de colite, donc d'inflammation du côlon, et un effet yo-yo sur le poids qui peut être énorme avec des personnes qui reprennent beaucoup plus qu'ils ont perdu. Donc vraiment la double peine par rapport à ce régime hyper protéiné qui était donc très à la mode dans les années début 2000. Donc au niveau du microbiote, vous allez donc stimuler des bactéries en termes de proportion, donc de composition de microbiote. Vous allez retrouver énormément de bactéries du genre Bacteroides, Alistypus, Bilophila, donc qui sont des bactéries qui sont connues pour être associées à de l'inflammation. Donc c'est elles, entre autres, qui vont être responsables du développement d'une inflammation de votre côlon. Vous avez une baisse de toutes celles justement qui contrôlent l'inflammation, donc fait double kiss cool, hein, c'est-à-dire que vous avez celle qui provoque l'inflammation qui augmente, celle qui l'abaissait qui diminue, donc ça vraiment ça tire encore plus par l'inflammation. Donc les bactéries du genre Bifidobacterium, Roseburia. Vous allez avoir une accumulation de composés toxiques, donc l'ammoniac qui est le produit de dégradation, si vous voulez, de tous les produits de type viande, donc de type animalier, qui vont être gérés au niveau de vos reins et au niveau de votre foie, donc pas terrible.
Au niveau des impacts sur le métabolisme. Donc ça, comme je vous disais, si vous voulez perdre du poids de manière assez rapide, ça marche très très bien. Donc un sportif qui fait ça, par exemple, un judoka ou un boxeur qui veut rentrer dans sa catégorie de poids parce qu'il a 2-3 kilos en trop, ça peut le faire. Parce que vous allez avoir une réduction rapide des stocks de glycogène. Donc ça fait vous permettre de perdre vite quelques kilos superflus pour la compétition. Une fois que vous êtes en compétition, et après vous reprenez votre poids. Vous allez avoir une réorientation de votre voie métabolique vers de la bêta-oxydation, donc vers de la lipolyse, donc qui va aller taper dans les graisses viscérales, abdominales, des choses comme ça. Donc encore une fois, c'est pour ça que les personnes qui suivaient ce régime perdaient énormément de poids, mais du coup le reprenaient très rapidement derrière, parce qu'après le métabolisme, bah, il repartait en sens inverse. Vous avez un effet anabolique sur le métabolisme des protéines, donc ça veut dire que ça va favoriser la prise de masse musculaire. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent faire du culturisme, du bodybuilding, donc pour avoir des muscles bien saillants. Mais vous avez aussi en contrepartie, bah, voilà, une augmentation du stress métabolique. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la surconsommation donc, de produits animaux comme de la viande, ça va demander un effort accru des reins et du foie qui vont en fait gérer donc ces produits de dégradation sous forme d'ammoniac et que ça part tout dans les reins et donc après que ce soit éliminé par les urines. Mais du coup, vous avez des risques de développement de calculs rénaux. Donc, c'est pareil, ce régime du camp, pourquoi pas dans le sens où, sur une période très très courte, je dirais de max 1 semaine à 2 semaines, pour perdre vraiment du poids et de manière très très maîtrisée, très très contrôlée, oui. Pour une perte de poids durable, certainement pas. Et encore moins sur un régime à long terme si vous voulez pas vous retrouver à faire des dialyses comme l'acteur Arnold Schwarzenegger à un certain âge. Cinquième type de régime, donc le régime cétogène. Donc cette fois-ci, c'est plus les protéines, c'est plus les glucides qui vont exploser, ce sont les lipides. Donc au niveau des aliments conseillés, vous allez retrouver donc des produits animaliers comme le régime du camp. Par contre, on va rajouter donc tout ce qui va être fruits, légumes gras, donc de l'avocat, les fruits secs, des huiles et tous les légumes à bas indice glycémique, donc pauvres en glucides. Dans le régime cétogène, donc on va proscrire donc tout ce qui est féculent, les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ce qui est fruits riches en sucre, donc les pommes, les poires, enfin les fruits rouges, les légumineuses. Et le but, voilà, c'est d'avoir un fort taux, du coup, de lipides par repas. Au niveau des limites, donc on va le voir juste après, vous allez avoir une flore microbienne qui va être complètement réduite bah, du fait d'une alimentation beaucoup plus restreinte. Vous avez également des potentialités de développer des problèmes intestinaux liés à une dysbiose qui pourrait apparaître, surtout si le régime est prolongé. Donc ça, c'est un peu l'effet, comment dire, caché du régime cétogène. Il est plus insidieux que le Ducan, c'est-à-dire qu'il est moins violent et il est moins nocif sur des périodes plus longues de quelques mois. Par contre, sur des périodes annuelles, ça peut encore une fois vous mener à des troubles si vous voulez le maintenir dans le temps. Donc pareil, le régime cétogène pourquoi pas sur une période maîtrisée et définie, mais en aucun cas à vie. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée de le maintenir à vie, vu toutes les études qu'on peut voir sur le sujet. Au niveau du microbiote, donc pourquoi un régime cétogène en plus, pourquoi pas, ça peut être intéressant cette fois-ci sur une période beaucoup plus longue que 1 ou 2 semaines que je disais pour le régime du camp, mais sur plusieurs mois. Parce qu'en fait, vous allez restimuler la production, enfin pas la production, pardon, vous allez restimuler en fait la densité de la bactérie Akkermansia mucinifila et les bactéries du genre Bacteroides. Pourquoi j'insiste sur Akkermansia mucinifila? Donc ça, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous savez en fait que cette bactérie, elle est hyper importante pour protéger votre muqueuse intestinale. Donc c'est en ça que le régime cétogène, il est hyper intéressant. C'est de pouvoir rebooster en fait la présence de cette bactérie qui est présente en moyenne entre 1 et 5% dans notre intestin selon les individus. Donc, le régime cétogène, par ailleurs, va également permettre la production de corps cétoniques, donc via notre métabolisme, mais également via notre microbiote. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une réorientation de vos voies métaboliques. Donc, ça peut être hyper intéressant. On va le voir juste après pour ceux qui ont des troubles au niveau des métabolismes glucidiques.
Vous avez une baisse des bactéries du genre Roseburia et Provotella qui va entraîner du coup une diminution de la diversité microbienne parce que vous avez énormément d'espèces qui sont associées à ces genres. Vous allez baisser également votre production d'acides gras à chaîne courte, donc tout ce qui va vous permettre de gérer par exemple les fibres insolubles. Et du coup, bah, cette perte de diversité, elle peut être, comment dire, non négligeable en fait si vous repartez ensuite sur un régime entre guillemets normal. Vous allez avoir peut-être du mal à réintroduire certains aliments parce que vous aurez perdu votre diversité microbienne. Au niveau du métabolisme, donc le régime cétogène, ce qui est intéressant, c'est qu'il va supprimer la glycogénolyse et il va stimuler la néoglycogénèse, donc la production de sucre à partir, entre autres, donc soit du gras, soit des acides aminés. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet par exemple aussi de contrecarrer le phénomène de résistance à l'insuline. Mais, et c'est là où vous mettez une pause dans la vidéo pour prendre le temps de noter ce que je vais dire, c'est hyper important. Il y a des études qui montrent que le régime cétogène, aujourd'hui, favorise également une résistance à l'insuline. Donc là, on est un peu au début, en fait, des études qui sont en train d'arriver sur le sujet, et je pense qu'il va falloir qu'on attende encore quelques années pour que les études, elles durent un peu plus dans le temps et qu'elles soient faites sur un peu plus d'individus. Parce que c'est un changement de paradigme que beaucoup de gens ne prennent pas en compte et qui peut avoir des conséquences, notamment pour des personnes qui ont déjà un problème de résistance à l'insuline, qui disent, ah bah, je vais faire un régime cétogène qui va normalement, dans les premiers temps en tout cas, vous aider à restaurer une sensibilité à l'insuline. Mais si le régime cétogène il est mal maîtrisé ou il est trop prolongé dans le temps, peut vous faire réapparaître ce phénomène de résistance à l'insuline. Donc vraiment un grand warning alert par rapport à ce régime cétogène. Au niveau des autres avantages, donc vous allez avoir une oxydation accrue des acides gras, donc ça c'est intéressant pour les personnes qui veulent vraiment essayer de perdre bah, la graisse viscérale donc autour des hanches. Catabolisme limité pour préserver la masse maigre, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'en gros vous n'avez pas une grande fonte musculaire qui est associée à ce régime, ce que vous pouvez avoir par exemple dans le régime végétalien, donc le fameux régime WFPB. Par contre, en inconvénient sur le métabolisme, c'est connu maintenant que les personnes qui vont suivre un régime cétogène, donc assez strict, donc celui que je vous ai présenté là dans la diapo précédente, si vous voulez faire un retour en arrière, vous avez en fait ce qu'on appelle le phénomène de grippe cétogène. C'est parce qu'il y a une vraie phase d'adaptation pour votre corps à ne se servir que de lipides comme carburant majoritaire. Vous avez un problème notamment avec toutes les cellules musculaires, les cellules nerveuses qui sont des cellules qu'on appelle glucodépendantes. Donc, ça veut dire qu'elles ont besoin de glucose pour fonctionner. Donc, ça veut dire que votre corps doit transformer le gras que vous allez apporter ou que vous avez en réserve en sucre pour pouvoir les renourrir. Donc, ça va demander un peu de temps. Et c'est ce qui explique que vous puissiez donc avoir un coup de pas bien au début de votre régime cétogène qui peut se traduire donc par de la fatigue, ça peut se traduire par des maux de tête voire même par des douleurs. Donc, c'est pas anormal par rapport à un régime cétogène. Néanmoins, c'est pas anodin non plus. Donc, moi, je déconseille personne, pardon. Moi, je déconseille, c'est pareil à des personnes entre guillemets néophytes de se lancer dans un régime cétogène sans l'accompagnement d'un professionnel de santé, que ce soit un diététicien, un nutritionniste, un naturopathe, enfin quelqu'un qui connaît bien le sujet parce que ça peut être hyper dangereux et voilà, vaut mieux faire attention. Et dernier inconvénient donc du régime cétogène, c'est que ça va vous induire un déséquilibre électrolytique parce que vous allez avoir une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en termes d'oligo-éléments. Et ça peut donc conduire à des risques cardiovasculaires sur le long terme. Donc voilà, encore une fois, le régime cétogène, là, plus comme le régime végétalien, des avantages sur du court moyen terme, on va dire, et des inconvénients sur du long terme. Et enfin, du coup, le dernier régime, donc là, c'est pas vraiment un régime, c'est ce qu'on appelle la junk food, hein, donc on l'appelle le régime occidental, en anglais on appelle ça le Western Diet. Donc c'est les personnes qui mangent donc beaucoup de fast-food, des snacks, des sodas avec les repas principaux, des aliments riches en sucre, simples, des biscuits, des gâteaux.
des aliments riches en graisses saturées, donc tout ce qui est alimentation industrielle ultra transformée. Donc là, on évite tout ce qui est aliments frais, tout ce qui est céréales complètes. Donc en limite, ça va être un carnage. Vous allez avoir une dysbiose associée à une inflammation chronique qui va exploser, parce qu'en plus, vous allez avoir une production accrue de composés toxiques bactériens, les fameux LPS, que vous allez retrouver donc du coup chez les bactéries donc du genre Clostridium, chez les Enterobacteriaceae, et puis généralement sur le phylum, les Firmicutes. Donc en fait, ça, c'est toutes les bactéries qui sont favorisées par la junk food. Vous avez une baisse de toutes les bonnes bactéries, donc Faecalibacterium prausnitzii, qui permettait de gérer l'inflammation, Akkermansia mucinifila, qui permettait de protéger votre intestin grâce à la production d'un mucus, les bactéries du genre Bacteroides. Donc, du coup, vous allez avoir une augmentation de la synthèse d'acides gras à chaîne courte avec ces bactéries, donc ce qui peut aider justement à digérer à digérer pardon certaines fibres. Par contre, vous allez avoir une inflammation qui va juste être monstrueuse et du coup qui va vous causer de gros dégâts. Au niveau du métabolisme, donc un régime occidental prolongé, bah, ça va forcément conduire à une hyperglycémie, donc une résistance à l'insuline. Pour combiner le tout, une dyslipidémie avec un cholestérol élevé, donc au niveau des VLDL et des LDL, de l'inflammation. Ça peut partir donc sur un diabète de type 2 qui peut conduire à de l'obésité. Et pour conclure sur ce cocktail parfait, vous finirez du coup avec des forts risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous voyez donc dans ces 6 régimes, donc à l'exception du dernier, donc ces 5 régimes qui ont vraiment en fait des avantages plus ou moins intéressants dans la durée. Donc c'est vrai que les Méditerranéens, on a souvent l'habitude d'entendre que c'est un des meilleurs régimes du monde avec les Crétois. Oui, à condition que vous soyez bien varié au niveau de vos sources d'aliments. Le régime riche en fibres, pareil, le DASH Ornish est hyper intéressant également si vous n'avez pas déjà des troubles au niveau de l'intestin qui pourraient du coup être empirés. Donc c'est pour ça, quand on vous dit manger des fibres, manger des fibres, manger des fibres, pareil, ça peut pas être un conseil général que tout le monde doit prendre au pied de la lettre. Et pour les 3 autres régimes derrière, donc le végétalien, le ducan et le cétogène, ils ont un intérêt, mais de manière très contrôlée et très limitée dans le temps, pour moi, en conclusion. Et du coup, il faudra, je pense, se faire accompagner par quelqu'un si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir les connaissances. Donc voilà pour cette vidéo. Donc elle est assez simplifiée hein, dans l'ensemble. C'est vrai que je rentre pas trop dans le détail. Je rentre pas dans le détail, par exemple, au niveau diversification très précise des aliments. Il faut absolument que vous ayez conscience qu'il faut sortir de cette simplification à l'extrême où un aliment égale tant de calories, égale tant de macronutriments. On oublie trop souvent l'importance donc, des micronutriments, donc les fameuses vitamines, les oligoéléments, leurs formes assimilables, etc. Et on oublie aussi que la source la diversité des sources va vous permettre justement à votre corps aussi d'être entraîné un peu à tout gérer. Donc, dès que vous allez aller sur un régime un peu plus restreint, bah, quelque part, vous perdez en fait une espèce de savoir-faire au niveau de la digestion, au niveau de votre corps. Donc, c'est pour ça que les régimes, moi, je suis pas hyper favorable en conclusion. Je pense que le meilleur régime, c'est celui qu'on peut tenir toute notre vie de manière équilibrée et du moment qui ne nous cause pas d'autres troubles et du moment qu'on n'a pas une pathologie qui nous amène à réduire drastiquement un aliment. Donc voilà, je vous remercie d'être resté au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager ou commenter. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. C'est vrai que ça me prend toujours beaucoup de temps. J'aurai pas beaucoup de temps donc sur cette fin d'année pour en faire d'autres parce que là j'arrive dans les périodes d'examen dans les différents instituts dans lesquels j'interviens. Et donc je pense que la prochaine vidéo sera faite du coup courant janvier 2025. Donc si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite à tous donc de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.